Bonjour et bienvenue au balado du Cercle Demos de l'Université de Montréal. Le Cercle Demos, démocratie et justice sociale, est un espace de réflexion et d'action qui s'intéresse aux enjeux d'équité, de participation et de transformation sociale à travers une approche collaborative des systèmes démocratiques. Dans une société pluriethnique, le Cercle explore les liens entre démocratie et justice sociale en adoptant des perspectives critiques, systémiques, inclusives, intersectionnelles et décoloniales. Il regroupe une quarantaine de personnes étudiantes provenant de diverses facultés de l'Université de Montréal sous le leadership de Rola Koubessi, professeure adjointe à la Faculté des sciences de l'éducation. Ce balado s'inscrit dans les projets initiés par les membres étudiantes et étudiants du Cercle. Il vise à sensibiliser le public aux enjeux qui traversent actuellement la société québécoise, en particulier ceux liés à la démocratie et à la justice sociale. À travers différents épisodes, nous souhaitons croiser des points de vue, faire entendre une diversité de voix et nourrir une réflexion critique sur ces enjeux dans les contextes québécois. Dans cet épisode intitulé L'école à trois vitesses, où en sommes-nous aujourd'hui? On s'intéresse à un concept dont on parle beaucoup, mais qui reste parfois flou, afin de mieux comprendre ce qu'il signifie et ce qu'il dit notre société. Je m'appelle Gabrielle et je suis doctorante en sciences de l'éducation et membre du Cercle Demos, et j'ai le grand plaisir d'être animatrice de cet épisode. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui une personne qui œuvre dans le milieu de la pratique. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous laisse vous présenter. Bonjour Gabriel. Donc moi c'est Stéphane Vigneault. Je suis le coordonnateur d'École Ensemble, donc une association qui existe depuis 2017 et qui a pour objectif de faire en sorte que le Québec se dote d'un système d'éducation équitable. Merci encore d'être avec nous. Donc, j'aimerais ça commencer avec une première question pour un peu expliquer ce que c'est l'école à trois vitesses. Donc, oui. Quand on en parle justement, quand on en parle dans le contexte québécois, de quoi partons concrètement? C'est l'école à trois vitesses, c'est le nom qu'on donne au système d'éducation au Québec, on pourrait dire au marché scolaire au Québec. C'est donc la concurrence entre trois types d'écoles. Les écoles privées subventionnées, publiques sélectives et publiques ordinaires. Je donne peut-être quelques détails parce que souvent, par exemple, on entend souvent parler d'écoles privées. Les gens vont dire « Ah, moi, je suis allé au privé ». Mais au Québec, l'école privée est lourdement subventionnée par les payeurs de taxes. Donc, on devrait vraiment parler toujours d'écoles privées subventionnées. Moi, j'habite à Gatineau, 1 kilomètre de chez moi, il y a l'Ontario. Là-bas, il y a des écoles privées. Au Québec, on est rendu presque à 1 milliard de dollars à chaque année. Donc, on parle vraiment d'écoles privées subventionnées. La deuxième vitesse, que nous, on appelle le public sélectif. On entend souvent parler du public enrichi ou des projets particuliers ou des écoles à projet ou à concentration. Pour nous, c'est important le mot de parler de public sélectif parce que c'est pas tant les projets particuliers qui sont en cause, mais vraiment la sélection. Les projets particuliers peuvent avoir des effets positifs, mais c'est vraiment la sélection qui cause les problèmes. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important de parler d'écoles publiques sélectives, donc des écoles publiques qui ont, comme les écoles privées subventionnées, le droit d'aller chercher leurs clients, de dire, ben toi, tu rentres pas, toi, tu pourrais rentrer, mais tu n'as pas l'argent, malheureusement. Et donc, la troisième vitesse, ben là, c'est les écoles publiques ordinaires, qui sont des écoles de quartier, qui acceptent tout le monde, qui a le droit d'aller dans cette école-là. Donc, forcément, on a une surreprésentation d'élèves en difficulté, d'élèves défavorisés, d'élèves plus vulnérables. Et donc, là, se crée un cercle vicieux où les familles, en fait, les écoles publiques ordinaires agissent comme répulsifs. Les familles veulent les éviter, les enseignants veulent les éviter. Et au contraire, les écoles qui sélectionnent sont perçues comme étant meilleures, mais elles ne sont pas meilleures, c'est juste qu'elles sélectionnent des élèves meilleurs. Donc, le cercle vicieux se renforce constamment. Puis peut-être juste pour compléter cette réponse-là, quelque chose d'important, c'est qu'on entend souvent, c'est la notion de choix. Les écoles, le lobby des écoles privées subventionnées va souvent nous dire, nous, on est là pour donner aux familles le choix. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le choix, c'est pas les familles qui l'ont, c'est pas les élèves qui l'ont, ce sont les écoles publiques sélectives ou privées subventionnées qui l'ont. C'est elles qui choisissent. Les familles, elles ont peut-être l'option de rentrer dans un processus de sélection, mais qui a vraiment le choix
ce sont les écoles sélectives, pas les familles. C'est très intéressant. Je me demande pourquoi c'est important de vraiment différencier écoles privées subventionnées et non subventionnées. Pourquoi justement prendre le temps de l'expliquer? Bien, c'est important parce que, premièrement, les contribuables payent pour ça. Donc, quand on oublie de mentionner les subventions, c'est comme si on disait, ben, au fond, non, ça se passe sans vous. C'est vraiment une école privée, comme dans d'autres pays, comme chez nos voisins ontariens. Donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose qui est importante dans le fait de bien les nommer, c'est aussi que ça nous indique, et ça, on parlait plus tard, mais quelle pogne on a sur ce système-là. Est-ce qu'on peut faire des changements juridiques ou bien plutôt est-ce que c'est l'argent qui nous donne une possibilité d'action comme citoyen, comme contribuable ou comme élu? Et donc, quand on nomme bien les choses, quand on parle d'écoles privées subventionnées, là, on se dit, OK, ben alors, il y a un robinet qui est ouvert. C'est nous, les contribuables, qui payons pour ça. Ce robinet-là, on peut le fermer ou on peut le laisser ouvert. On peut même l'ouvrir davantage, mais on peut imposer des conditions. Donc, de bien nommer les choses nous ouvre l'esprit sur les possibilités d'action, finalement. Puis comment ça s'est développé, tout ce marché de l'éducation au Québec? Ça s'est développé d'abord, ça vient, il faut toujours remonter à l'histoire, il faut remonter à la Révolution tranquille, une époque où, après la Révolution tranquille, où très peu de familles francophones au Québec avaient accès à une éducation secondaire. La Révolution tranquille est arrivée, le rapport parent, donc l'arrivée des baby boomers à l'école, donc une grande volonté de démocratisation, beaucoup de construction d'écoles publiques, de polyvalentes à l'époque. Mais il y a une sorte de péché originel, pas nécessairement dans le rapport parent, mais plus dans les suites politiques qu'on lui a données. Parce que le rapport parent disait clairement, ça n'a aucun sens d'avoir une main gauche qui ne sait pas ce que la main droite fait. Donc, d'avoir d'un côté une main gauche qui développe des écoles publiques et de l'autre une main droite qui financerait des écoles privées, donc avec l'argent public, mais qui leur donnerait des privilèges, le privilège de sélectionner certains élèves ou d'en refuser d'autres. Donc, le rapport parent là-dessus était clair, proposait en fait la même chose que nous on propose, on n'a rien inventé, mais le rapport parent appelait ça de donner le choix aux écoles privées de l'époque entre de devenir des écoles privées ou des écoles semi-publiques. Si elles devenaient privées, elles n'avaient plus aucun financement public, mais elles pouvaient continuer à sélectionner leurs élèves. Si elles devenaient des écoles semi-publiques, là, on les finançait comme les publics et on leur donnait des responsabilités, donc d'enseigner aux élèves de leur quartier, de leur bassin scolaire. Donc, cette proposition-là du rapport parent n'a pas été suivie par le gouvernement, ni les libéraux, ni l'Assemblée nationale, l'Union nationale, pardon. Donc, en 1968, l'Union nationale a décidé contrairement à ce que le rapport parent proposait, de financer les écoles privées autour de 75% en leur laissant leur privilège de sélection. Donc, il y a eu vraiment une rupture à ce moment-là avec ce que le rapport parent proposait. Et donc là, on a entamé le cercle vicieux dont je parlais tantôt. En 1970, il y avait juste 5% des élèves du secondaire qui allaient au privé subventionné. On est rendu aujourd'hui à 20%. Donc, il y a eu une très forte augmentation. Pourquoi? C'est le cercle vicieux de la croyance en une supériorité des écoles privées subventionnées. C'est sûr qu'elles ont des meilleurs résultats, elles ont des taux de diplomation supérieurs, mais c'est parce qu'elles ont une poudre magique qu'elles saupoudrent sur les élèves? Non, c'est juste parce qu'elles sélectionnent leurs élèves. Mais dans la population, la croyance en la supériorité des écoles privées subventionnées s'est tranquillement développée. Les familles ont voulu y aller, ont voulu payer pour y aller. Donc, cette première partie de l'école à 3 vitesses s'est développée. À un moment donné, les écoles publiques, le réseau public s'est rendu compte que ces écoles se faisaient écrémer au profit du privé subventionné et elles ont voulu réagir. Au lieu d'aller réagir en s'attaquant aux privilèges, en disant, comme le rapport parent, mais là, ça n'a pas de bon sens, on défait de la main droite ce qu'on a fait de la main gauche. Alors, au lieu de faire ça, elles ont choisi la solution facile, qui est de dire, nous aussi, on peut sélectionner. C'est très facile de sélectionner. Donc, sont arrivés tous les projets particuliers, les écoles alternatives, les PEI,
en fait, il y en a de tout ordre, qui ont dit, ben nous aussi, on sélectionne. Donc, on offre aux parents le même avantage comparatif. On est dans un marché scolaire, donc je suis désolé, je parle de part de marché, d'avantage comparatif, mais c'est ça, le marché scolaire. Et l'avantage comparatif du privé, c'était simplement de pouvoir dire, mais nous, ici, on sélectionne, ne rentre pas ici qui veut. Alors, des écoles publiques ont décidé de faire la même chose. Et donc, on en arrive aujourd'hui avec les 3 vitesses qui créent à leur suite toutes sortes de conséquences négatives pour les élèves, pour les familles, mais pour la société québécoise en général. Puis, est-ce que tu as une hypothèse sur pourquoi le gouvernement n'a pas suivi les recommandations du rapport Parent? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette rupture? C'est une bonne question. Il y a eu un peu de recherche historique sur ce sujet-là, mais c'est pas très développé. C'est sûr qu'à l'époque, même si la Révolution tranquille était en cours, l'Église catholique avait encore de la force, beaucoup de force. C'était le début de la fin, mais c'était seulement le début. Donc, c'est sûr que il y avait une grande perméabilité des élites politiques à l'époque à la religion catholique. Donc, il peut y avoir eu une influence à ce moment-là de nous dire continuez à nous financer, puis nous, on va continuer à éduquer vos enfants comme ça a toujours été. Donc, c'est possible que l'impact de l'Église catholique était encore assez puissant à l'époque pour mettre, dans le fond, ils ont mis leur pied dans la porte. Une fois qu'on a mis le pied dans la porte, ou on pourrait dire dans ce piège-là, qui est le piège de la ségrégation scolaire, mais c'est très difficile de sortir le pied du piège. Puis même, on voit au contraire que ça se renforce. Plus d'élèves dans le temps, dans les écoles privées subventionnées, le réseau public qui embarque, qui crée des écoles publiques sélectives pour concurrencer avec succès, mais avec les mêmes conséquences négatives. Qu'est-ce qu'on veut dire par démocratisation de l'école? Mais dans les années 70, dans les années 60, il y avait vraiment un enjeu de fréquentation. Donc, une très petite partie des francophones au Québec avaient accès aux études secondaires et encore plus petites au post-secondaire. Donc, le mot d'ordre à cette époque-là, c'était vraiment démocratisation, c'est de dire on va donner accès à plus grand nombre possible aux études primaires, secondaires, post-secondaires. Donc, ça, c'était vraiment le mot d'ordre de démocratisation. Ça a été atteint. Comme dans beaucoup d'autres sociétés, on fait le même parcours que nous. On réussit à donner accès à presque tout le monde aux écoles. Et là, l'enjeu qui se passe, c'est qu'on a eu une segmentation. C'est comme si on avait dit, OK, on va laisser rentrer tout le monde, mais au sein de l'école, on va créer des silos sociaux. Et donc, on a eu nos écoles privées subventionnées, nos écoles publiques sélectives. Donc, c'est comme si on s'était dit, OK, maintenant qu'on a laissé de passer tout le monde, il faut faire attention, on va recréer un milieu non démocratique en séparant socio-économiquement certains élèves des autres. Donc, est-ce que ça a été pensé comme tel dès le départ? Probablement que non. Mais comme beaucoup d'autres sociétés, le Québec n'est pas différent. On voit les mêmes choses en France, en Catalogne, en Angleterre. On a recréé des silos socio-économiques dans le système scolaire par la force des choses, par le cercle vicieux qui commence aussitôt qu'on ouvre la porte à la ségrégation scolaire. Le cercle vicieux ne peut que se renforcer. Donc, on sait qu'au Québec, on veut que notre système éducatif soit démocratique, soit juste, mais en quoi, justement, l'école à 3 vitesses pose un problème à l'équité? Bien, ça pose un problème central parce qu'effectivement, on a des beaux discours sur l'égalité des chances, sur l'équité. On a ces discours depuis 50 ans, mais en fait, tout le monde sait dans la réalité que c'est faux, que ces discours-là sont faux. On pourrait parler des conséquences pour les citoyens de se faire mentir à répétition, puis de la frustration qui vient avec ça. Mais peut-être pour répondre plus directement à ta question, ben, l'équité en éducation, dans le fond, ça signifie que le système d'éducation fournit les mêmes chances d'apprendre à tous les élèves. L'équité, ça ne veut pas dire l'obtention des mêmes résultats par tous les élèves. L'équité, c'est pas ça. L'équité, c'est plutôt l'absence de lien entre les différences socio-économiques, les milieux dont les élèves sont issus, qui sont des facteurs sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. On ne choisit pas dans quelle famille on est. Et donc, c'est l'absence de lien. Si on a, dans un système équitable, il n'y a pas de lien ou le moins possible entre ces facteurs socio-économiques-là
et les résultats. Donc, comme je disais, équité, c'est un peu synonyme d'égalité des chances ou tout simplement de justice. Donc, on peut dire que dans un système d'éducation équitable, davantage d'élèves défavorisés sont performants. C'est un peu l'analogie de la ligne de départ, là, c'est-à-dire qu'on arrive à la ligne de départ au primaire, au secondaire, au préscolaire, mais dans la réalité, tous les élèves sont pas sur la ligne. Il y en a qui sont un peu en arrière quand le signal de départ est donné. Il y en a qui partent de plus loin derrière. Les parents qui ont moins d'éducation, moins de revenus. Ces élèves-là sont derrière. Dans un système d'éducation équitable, on pense au système finlandais, là, par exemple, bien, l'écart de départ est tranquillement rattrapé. Puis quand on arrive à la ligne d'arrivée, les enfants sont pas mal proches. Dans un système d'éducation inéquitable comme au Québec, l'écart de départ est le même à la ligne d'arrivée. Donc, c'est complètement contre-productif, c'est non démocratique, c'est inéquitable, c'est contraire aux valeurs, en tout cas aux valeurs qu'on affiche, et aussi, bien, ça a toutes sortes de conséquences scolaires, mais aussi sociales, en tout cas environnementales, on pourra en rappeler, mais à la base, quand on parle d'équité, c'est de ça qu'on parle. Et quand on parle d'inéquité, que dans le cas québécois, ben, c'est aussi de ça qu'on parle. Est-ce que vous pouvez partager un exemple concret que vous observez sur le terrain? Un exemple d'inéquité? Ça peut être un exemple d'inéquité, ça peut être un exemple où il y a moins de démocratie, moins de justice sociale. Ben, c'est sûr qu'il y a les grands exemples où donc on regroupe les élèves en difficulté entre eux dans les écoles publiques ordinaires. Donc là, ça a toutes sortes de conséquences sur la qualité de l'enseignement. Ça a des conséquences sur les enseignants. D'abord, parce que souvent, ils sortent de l'université, comme ça va être le cas de beaucoup de personnes qui vont nous écouter, et ils vont se retrouver au public ordinaire. Ils n'ont pas l'ancienneté pour aller choisir d'aller au public sélectif. Donc, dans le concret, on donne les classes les plus difficiles aux enseignants qui ont le moins d'expérience. Donc, en partant, ça devrait être l'inverse. Donc, on a un gros problème en partant avec ça. Ensuite, quand ces enseignants-là se retrouvent avec des élèves vulnérables, ben, ils vont avoir tendance, là, dans une sorte de prophétie qui va s'auto-réaliser, à baisser leurs attentes. Ils vont se dire, oh, ben moi, on m'a donné une classe ordinaire. Mon collègue dans la classe à côté, lui, a les sports-études. Lui, il y a des élèves performants. Ou ma collègue dans l'autre école à côté, ben, elle est au PEI. Donc là, c'est sûr que ces élèves vont mieux réussir. Mais moi, dans ma classe, il faut que je baisse mes attentes. Puis ça, les études en psychologie nous l'ont montré. Quand on baisse nos attentes en partant, ben, on atteint ces attentes plus faibles-là. Donc, on obtient des résultats plus faibles. Puis la même chose du point de vue des élèves. Puis là, c'est peut-être plus cruel, mais ces élèves-là, ils savent très bien où est-ce qu'ils sont là. Ils les voient, les autobus passer pour aller au PEI. Ils les voient, les élèves en uniforme qui s'en vont au privé subventionné. Ils savent très bien où ils sont. Et donc, eux aussi baissent leurs attentes et ils atteignent leurs attentes plus faibles. Ça se retrouve un peu aussi dans leurs attentes par rapport à leur profession, ce qu'ils vont faire plus tard. Ils vont se dire, ben moi, si je suis ici, c'est parce que j'ai moins de capacité. Donc, je pourrais pas atteindre mes objectifs, je pourrais pas atteindre mes rêves. Donc, il y a quelque chose de très cruel dans notre système. Et quand on voit le décrochage enseignant, et au Québec, on a des données très faibles là, sur notre système scolaire. Donc, des fois, on entend dire qu'un quart des enseignants quittent la profession dans les 5 premières années. Pendant la grève enseignante, on a entendu aussi des chiffres, pas d'un quart, mais de 50%. Donc, 50% des enseignants et des enseignantes qui quittent la profession. Donc, c'est des chiffres énormes. Donc, des gens qui ont fait plusieurs années d'études, qui payent de leur poche, mais aussi tous les citoyens payent pour cette formation-là. Et on met tout ça à la poubelle après 4 ou 5 ans. Et là, je ne parle même pas des burn-out, des gens qui sont en détresse, qui quittent pour revenir. Donc, eux restent dans le système, mais je parle de ceux qui carrément disent « Moi, je deviens électricienne ou médecin ou autre chose, mais je quitte le milieu de l'éducation. » Donc, ça, c'est le décrochage enseignant qui est une grave conséquence scolaire. Le décrochage des élèves, bien, on a le pire taux de décrochage au pays. Donc, il ne faut pas non plus chercher à midi à 14 heures. Donc, ça, c'est comme les grandes conséquences, disons, à haut niveau scolaire. Il y a des conséquences aussi sociales.
C'est-à-dire que on est mis très tôt, là, on a vu des élèves à 4 ans se faire refuser dans certaines écoles publiques sélectives. Donc, dès notre plus jeune âge, on se fait mettre dans un silo social entre gens favorisés, entre gens défavorisés, entre enfants qui ont des parents scolarisés, entre enfants qui ont des parents qui sont peu ou pas scolarisés. Et donc, comment penser qu'on va vouloir faire société plus tard si on ne se connaît pas? Je veux dire, c'est quoi les lieux qui existent encore au Québec où on se rencontre entre enfants, entre futurs citoyens de différents milieux? Avant, on avait peut-être le perron de l'Église, mais qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Il n'y en a plus, là. Donc, les élus à l'Assemblée nationale qui se demandent « Oh, est-ce qu'on devrait hausser le salaire minimum? » Ils connaissent personne au salaire minimum. Donc, ils ne peuvent pas prendre le téléphone, parler à leur ami Patrick, dire « Hey, toi, tu es au salaire minimum, tu sais, qu'est-ce que ça changerait pour toi d'amener ça à 20 $? Ils ne peuvent pas faire ça. Ils connaissent. On ne se connaît plus. Donc, côté cohésion sociale, c'est une grande faiblesse pour la société québécoise. Après ça, on pourrait parler aussi d'avoir la langue française en partage. Si on regroupe dans des écoles publiques ordinaires tous les nouveaux arrivants qui viennent d'un pays ou de pays où le français n'est pas la langue maternelle, comment est-ce qu'on pense qu'ils vont s'intéresser au français, à la culture québécoise? Il n'y aura pas de culture commune au Québec sans école commune. Ça, il faut que ça soit très clair. Puis en ce moment, on ne s'en va pas du tout dans cette direction-là. Peut-être aussi une dernière catégorie d'exemples à haut niveau, le côté environnemental ou, comment dire, santé publique, pollution, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller à l'école de quartier, ou en tout cas une école près de chez nous, ben on s'en va en autobus dans une école lointaine. Donc, on pense qu'on va faire du sport, mais on reste assis 2 heures par jour dans un autobus. Ça n'a aucun sens, là. Ce système-là fait en sorte qu'au lieu d'aller à l'école à pied, en vélo, ou peut-être de se lever plus tard, qu'à l'adolescence, d'avoir plus d'heures de sommeil, mais non, on s'en va dans un autobus. Donc, le système est complètement brisé à plus d'un niveau scolaire, cohésion sociale, environnement, santé publique. Donc, mais c'est normal aussi, je veux dire, toutes ces conséquences-là sont très graves, très importantes, mais l'éducation, c'est tellement un levier puissant pour une société. Donc, quand on a un système broche à foin comme au Québec, ben, les conséquences après ça se retrouvent dans plein de domaines pour toute la société. Un cercle vicieux où on voit justement la pénurie chez les personnes enseignantes peut peut-être être, entre autres, expliqué par ce système qui est lourd, si on veut, et qui crée des injustices à plusieurs niveaux. Oui, c'est ça. Il y a sûrement d'autres facteurs qui pourraient expliquer, là, par exemple, la pénurie enseignante, mais clairement, on a là, au centre de notre système, quelque chose qui est très décourageant pour les élèves et pour les enseignants. Donc, c'est ça. C'est vraiment de changer ça. Ce n'est pas qu'éducatif, c'est vraiment un projet de société. Ça concerne tous les citoyens, là, ça, c'est sûr. Quelles seraient des actions concrètes qu'on pourrait poser, tant à petite ou à grande échelle, pour rendre les milieux éducatifs plus démocratiques et plus justes? Oui, c'est une bonne question parce que à petite ou à grande échelle, ça m'interpelle un peu parce que c'est difficile d'agir à petite échelle. On a tendance souvent là, dans toutes sortes de milieux à se dire c'est trop compliqué, moi je vais faire ma part localement. Ça va pas marcher. On a vu des cas, par exemple, de parents qui disent nous, on a une école publique ordinaire qui est dévalorisée, on va se mobiliser, puis on va la rendre belle. Puis je suis désolé de vous le dire, ça ne marchera pas. Le système est trop fort, trop lourd. On ne peut pas agir à petite échelle, il faut aller à grande échelle. Et c'est ce qu'École Ensemble a comme mandat, a comme mission. Nous, on a donc depuis 2017 qu'on existe. On a travaillé, au début, on avait les propositions un peu classiques concernant le privé, de dire il faut nationaliser les écoles privées, il faut les définancer. On a fait du chemin avec ces propositions-là, mais on se faisait poser beaucoup de questions très pratiques, de dire, OK, mais si on coupe dans le financement des écoles privées, est-ce qu'on va devoir baisser le salaire des enseignants? Il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Ou bien si l'école ferme, où vont aller ces élèves-là? Les écoles publiques sont déjà pleines. Donc, on se faisait poser des questions très concrètes par rapport aux vieilles solutions qui étaient un peu dans le vieux débat public-privé au Québec. Puis on voyait que ça ne marchait pas. Donc, on a mis un peu, après toutes les questions qu'on s'est fait poser,
c'est arrivé en à peu près 2020, là, pendant la pandémie. On a mis tous les morceaux du casse-tête sur la table pour se dire, OK, comment remonter tous ces morceaux-là dans un système juste, mais qui va être capable de répondre à toutes les questions, toutes les préoccupations. Les gens qui enseignent au privé, les parents qui ont déjà leurs enfants là, les parents qui sont dans un sport-études, tout le monde avait des questions, des préoccupations. Donc, on a travaillé là-dessus 2 ans pour arriver, j'ai toujours ma petite copie proche, pour arriver en 2022 avec notre plan. Donc, le plan pour un réseau scolaire commun, on pourra peut-être pas tout résumer aujourd'hui, mais qui a des propositions très claires, justement pour changer les choses à grande échelle, pour répondre aux grandes questions. Et je peux peut-être résumer les morceaux principaux, parce que sur le privé subventionné, ce qu'on propose, dans le fond, c'est ce que le rapport parent proposait, je l'ai déjà dit, mais c'est ce qui a aussi été fait en Finlande, c'est de dire aux écoles privées actuelles, écoutez les amis, on vous donne maintenant le choix en 2 statuts. Vous allez soit vous conventionner ou non. Si vous vous conventionnez, on monte votre financement à 100%. Ça veut dire que vous allez devenir des écoles gratuites. Il n'y aura plus de droit de scolarité pour rentrer chez vous. En fait, il n'y aura plus de sélection. On va vous donner, puis on va en donner un aussi aux écoles publiques du réseau scolaire commun, on va vous donner un bassin scolaire. Donc, c'est la fin, vous ne choisissez plus vos élèves. Vous allez éduquer les enfants qu'on vous confie. À l'inverse, si une école dit, moi, je ne veux pas embarquer dans une école privée actuelle, dit, moi, je ne veux pas embarquer dans le réseau scolaire commun, je veux continuer à sélectionner mes élèves, je veux des élèves riches, je veux des élèves d'une religion donnée, je veux des élèves qui réussissent des examens d'entrée, je veux des élèves d'une ethnie particulière. OK, vous avez le droit de le faire, vous avez le droit de sélectionner, mais vous sachez que vous n'aurez plus aucun financement public. Donc, vous serez des vraies écoles privées comme en Ontario. Nous, on prévoit que, comme en Ontario, à peu près 6% des élèves iront dans ces écoles privées non conventionnées, ce qui veut dire que dans le réseau scolaire commun, donc toutes les écoles publiques, toutes les écoles privées conventionnées, bien là, on aura 94% des élèves. Donc, on aura une masse critique très forte qui va permettre donc de se doter d'un système d'éducation équitable et qui va changer aussi la discussion sur l'éducation au Québec. Quand toutes les familles seront dans le même réseau, bien, toutes les familles auront avantage à ce qu'ils soient bien financés, à ce que ce soit une priorité politique. On n'aura pas, là, comme à la dernière campagne électorale, le sujet éducation qui est complètement absent ou qui est traité là, de manière très superficielle en disant « moi, je veux de la réussite », mais c'est n'importe quoi. Là, si 94% des familles sont dans un réseau scolaire commun, il n'y a pas à s'inquiéter, l'éducation va être sur le dessus de la pile à chaque élection. Donc, pour tous les acteurs de l'éducation, que ce soit les enseignants, leurs représentants syndicaux, les parents, tout le personnel, tous les autres personnels qui rendent l'école possible, bien ça va changer beaucoup leurs conditions de travail finalement. Donc, sur le plan, j'y reviens, ça ressemble à ça, nos grandes propositions. On dit aussi, donnons à chaque élève des projets particuliers, gratuits et sans sélection. On a trouvé au Québec des écoles qui le font déjà, c'est possible. Ça n'a pas à coûter 5 000 $ à avoir un projet. Il y a des projets particuliers au Québec dans des écoles publiques qui coûtent 16 000 $. Là. On est rendu là. Tout ça, ça n'a pas besoin d'exister. On peut le faire avec les budgets dont on dispose déjà. Il y a des écoles qui le font. Il y a des modèles comme le modèle de la 5e période où on comprime le temps des périodes de 75 minutes. On les comprime, on les remet à 60 minutes. Donc, beaucoup plus gérable et avec le temps gagné, c'est là qu'on donne l'enrichissement. C'est là qu'on donne la 5e période. Ce sont les enseignants qui le donnent. Il y a un super jeu d'offres et de demandes entre une enseignante qui dit, moi, je suis une ancienne championne de ping-pong qui veut venir dans mon projet particulier ping-pong. Une autre qui dit, moi, je suis une experte de menuiserie. Un autre qui dit, écoutez, moi, je parle algonquin, qui veut venir dans un projet particulier où on va apprendre l'algonquin, introduction à l'algonquin. Donc, vous voyez, les possibilités sont infinies. L'école qui a inventé ça, une petite école dans un rang, une petite ville à Princeville, ils sont rendus à peu près à 20, eux appellent ça des programmes, donc 20 projets particuliers dans l'école. Et ça, c'est une petite école. Donc, imaginons là, quand on va se retrouver en ville avec des plus grandes écoles, encore plus de choix. Et on ne dit pas aux écoles dans notre plan, vous devez absolument faire le modèle de la 5e période.
Une école pourrait dire, nous, on va le faire une journée à chaque 10 jours. Donc, il y a plusieurs manières de le faire, mais le cas de la 5e période est vraiment stimulant parce qu'en plus, eux, tous les élèves en ont 2 projets particuliers par année, donc jour pair, jour impair. Ils peuvent faire la même chose, ils peuvent être dans l'orchestre symphonique tout leur secondaire, mais ils peuvent aussi changer à chaque année. Ça veut dire qu'un élève pourra sortir de son secondaire puis avoir fait 10 programmes différents, avoir touché à 10 choses auxquelles il n'aurait jamais touché sinon. Là. Il aurait peut-être joué défenseur dans une équipe de hockey tout son secondaire. C'est sûr, il se serait écœuré. On le sait, là, les défauts du sport-études, ces élèves-là font moins de sport dans leur vie adulte, mais là, au contraire, ils vont pouvoir faire 10 choses, toucher à des choses qu'ils n'auraient jamais fait, puis se dire, hey, moi, vraiment, mécanique générale, là, j'ai vraiment aimé ça. C'est là-dedans que je veux aller. Ou espagnol, j'ai trippé, je veux être travailleur humanitaire, je vais aller en Amérique du Sud. C'est ça l'école, c'est essayer plein de choses, c'est découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Donc, on pense que la proposition qu'on fait sur les projets particuliers est beaucoup plus riche, beaucoup plus stimulante que le système actuel qui est une joke, là, parce que c'est supposé donner le goût de l'école aux élèves en difficulté, mais on les accepte pas parce qu'ils n'ont pas les notes ou au pire parce que leurs parents n'ont pas l'argent. Donc, notre système actuel, je veux dire, il n'y a pas photo, il est brisé, il faut le réparer. Et nous, on pense qu'avec la proposition qu'on fait, on agit à grande échelle parce que c'est là qu'il faut agir. Et là, on nous reste moins de 200 jours avant les élections. Donc, nous, clairement, ce qu'on veut, c'est que notre plan soit inclus dans les plateformes des partis politiques. On travaille avec tous les partis tous les jours pour que ça se concrétise. On va le voir bientôt et on a bon espoir là, que le changement soit possible avec la proposition qu'on met de l'avant. Me permettre de dire que je trouve ça merveilleux justement de pouvoir diversifier les programmes. Puis, comme vous l'avez dit, le but, c'est de faire découvrir, de faire explorer les jeunes à un jeune âge pour qu'à l'âge adulte, il ait déjà justement débuté ou bien entamé cette construction d'identité, ce qu'ils aimeraient faire et elles aimeraient faire plus tard. Je trouve ça merveilleux. Puis je me dis en même temps, en ayant autant de programmes proposés, j'ai l'impression que les groupes seraient encore moins nombreux. Donc, il pourrait y avoir aussi ce contact avec les personnes enseignantes un peu plus personnel que dans des groupes, des grands groupes organisés, sport-études. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai parlé à la directrice qui a mis en place le programme à Princeville. Ça, c'est une des choses dont ils se sont rendus compte, c'est que bon, moi, je suis un élève, j'ai ma prof de maths. J'aime pas le temps les maths. Ma prof, bon, c'est celle qui enseigne que j'aime plus ou moins. Mais là, je la retrouve en fin de journée dans justement son cours de ping-pong parce qu'elle était une ancienne championne de ping-pong. Là, je la vois sous un nouveau jour. Mais après ça, quand je retourne en maths, OK, c'est plus juste la prof de maths. C'est Madame Untel qui est aussi super en ping-pong. Je la découvre sous un nouveau jour. Ça change la relation élève-enseignant, mais aussi ça change la relation entre les enseignants et les élèves. Donc, c'est plus juste mon élève qui a de la misère en maths, c'est l'élève qui est parti de zéro, puis qu'aujourd'hui, qui est capable de parler arabe un peu, qui se débrouille, puis qui avait jamais pensé faire ça dans sa vie. Donc, moi, je vois aussi que mon élève a plein de potentiel. Donc, ça change la perception qu'ont les enseignants des élèves. Fait que ça crée une dynamique vraiment le fun. Puis, des fois, je présente dans des assemblées syndicales. Puis, j'ai eu une fois c'était un enseignant de Princeville qui disait « Hey, moi, c'est mon école. Ce que vous dites, c'est vrai. Cette école-là est un aimant à professeurs. Les gens veulent aller travailler là. On n'a pas de rivalité de salle de classe. La salle de classe du PEI qui n'est pas la même. Ça existe pour vrai, là. Il y a des salles de profs différentes. PEI régulier, sport-études régulier. Dans une école où tout le monde a des projets particuliers sans sélection, les profs sont ensemble, il y a un esprit de corps très fort. Et qui ne veut pas d'un beau milieu de travail comme ça? Donc ça va loin, mais c'est la même chose que tantôt. On pense que c'est juste un petit cours de ping-pong. Non, ça a des répercussions qui vont très loin. Ça nous permet de se détacher de notre rôle enseignant, purement élève, puis vraiment voir personne comme une personne à part entière. Exact.
a des intérêts autres que scolaires. Exactement. Je me suis toujours posé cette question comme enseignante je me suis questionnée justement sur mes parents, puis moi-même plus tard quand je vais être parent. Oui. Est-ce qu'une solution, ça serait d'encourager les parents à inscrire leurs enfants dans des écoles publiques et non dans des écoles publiques à programme particulier et non dans des écoles privées? Est-ce que ça serait ça la solution pour faire écrouler ce système à 3 vitesses? Non, honnêtement, non. C'est la vieille solution. C'est ce qui a souvent été fait. Les syndicats qui font des campagnes, j'aime mon école publique. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça ne va jamais marcher. Il faut changer la structure. C'est pas aux parents à assumer l'iniquité du système scolaire. On peut pas. Là, c'est ça qu'on fait. On met ça sur leurs épaules. Les parents qui mettent leurs enfants, qui payent, tout ça, ils n'aiment pas ça payer. Là. Il n'y a personne qui aime ce système-là, qui ont des valeurs sociales, puis qui savent très bien que la situation de leur enfant va complètement à l'encontre de leurs valeurs. Les parents n'aiment pas ça. C'est injuste de mettre sur leurs épaules le poids de l'équité du système. Les élus doivent prendre ce poids-là, le mettre sur leurs épaules. C'est aux élus, c'est à l'Assemblée nationale à prendre la responsabilité de l'équité du système. Ça, c'est très important. Mais c'est une excellente question parce qu'on l'a vu beaucoup dans le passé, le côté un peu cheerleader de l'école publique. Ce vieux discours-là, j'aime mon public contre privé, ça n'a mené à rien. Les écoles privées subventionnées doivent faire partie de la solution et c'est ce que nous, on propose. On ne démonise pas ces écoles-là, on ne démonise pas les parents qui vont là, on ne démonise pas les élèves, les enseignants. Ça a beaucoup été fait, ça ne sert absolument à rien. C'est des gens qui veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Ils veulent aussi ce qu'il y a de mieux pour tous les enfants. Puis ils savent que dans notre système, on ne peut pas avoir les deux chapeaux en même temps. Fait que nous, c'est ce qu'on propose, c'est de pouvoir dire « Hey, j'ai le meilleur pour mon enfant, j'ai une super école de quartier, mais mon enfant, il va avec ses amis. Les profs sont stimulés, sont contents d'être là. Et donc, je suis content pour mon enfant, mais je suis content pour tous les enfants. Je sais que mon petit voisin qui mange peut-être pas à sa faim tous les jours, il profite d'être avec d'autres élèves qui sont des locomotives en classe, d'avoir accès à des familles qui ont plus de moyens. Et on pourrait avoir ce système-là pourrait exister, là, il est à portée de main, il pourrait faire notre fierté. Il y aurait un line-up d'avions à l'aéroport à Québec de ministres des autres pays qui viendraient nous voir pour dire « Mais comment vous avez fait? C'est donc incroyable. Vous avez haussé vos résultats, vous avez haussé votre diplomation, vous avez baissé le décrochage enseignant. Ça n'a rien coûté, parce que j'en ai pas parlé, mais notre système nous fait économiser de l'argent. Donc, on pourrait vraiment avoir quelque chose qui fait notre fierté. Donc, vraiment, les gens qui nous écoutent, qui ont le droit de vote, dans 189 jours, lisez bien les programmes électoraux de nos partis. Quand vous avez mentionné qu'une des solutions ou une des propositions dans le plan de l'école ensemble, ça serait de rendre les écoles privées conventionnées. Qu'est-ce que ça leur... donc, si je comprends bien, c'est qu'ils recevraient le financement du public, mais à condition qu'ils acceptent l'ensemble des élèves. Mais qu'est-ce qui différencierait à ce moment-là école publique et école privée conventionnée? Oui, c'est une bonne question. L'école privée qui se conventionne garde son statut juridique. Ça ne devient pas une école publique. Donc, la plupart des écoles privées subventionnées sont des OBNL. Il y a quelques coops. Donc, ça, c'est maintenu. On ne touche pas à ça. Donc, ces écoles-là vont garder un conseil d'administration au lieu d'un conseil d'établissement. Donc, c'est le conseil d'administration qui va continuer à nommer la direction qui va embaucher. Donc, ce système-là est maintenu. Les conventions collectives aussi des enseignants sont maintenues. Parce que dans les vieux scénarios là, de nationalisation, les profs du privé auraient pu dire « OK, mais si moi je me retrouve à la commission scolaire, c'est pas le même syndicat, je perds toute mon ancienneté. » Donc ça, c'est des problèmes un peu internes aux enseignants, mais sont importants. Donc, dans notre système, on protège, on garde ces équipes-là en place, on protège l'ancienneté. Il y en a qui disent que cette autonomie-là des écoles privées, c'est ça qui fait leur force, leur différence
Ils se payent des campagnes de pub, on est plus agile. On verra, on peut le considérer un peu comme un projet pilote. Quand vous avez le même financement que les autres écoles, quand vous avez les mêmes élèves que les autres écoles, qu'est-ce qui arrive avec votre situation, vos résultats? Peut-être qu'effectivement, on va se rendre compte que cette autonomie supplémentaire-là, CA versus CE, a des avantages. On peut considérer ça comme une sorte de projet pilote, puis on pourrait dire, bon, ben, peut-être qu'on pourrait offrir plus d'autonomie aux écoles publiques. Donc, moi, je dis, voyons-le comme un projet pilote. Regardons, c'est sur la durée. Il faut se donner du temps. Là, c'est 5-10 ans avant de voir les vrais résultats parce que il y a des choses, par exemple, le fait que les écoles privées subventionnées ont des équipes d'écoles beaucoup plus stables. Mais ça, c'est sûr que c'est un avantage. Dans le réseau commun, toutes les écoles auront toutes les écoles auront des équipes écoles stables. Mais avant que ça s'installe, il faut que le passage des années se fasse. Donc, avant de dire à l'an 1, il n'y a aucun résultat, le taux de diplomation n'a pas augmenté, c'est comme non, calmons-nous, regardons ça dans 5 ans, regardons ça dans 10 ans et tirons-en les conclusions. Celle qu'on pourrait tirer sur l'autonomie des écoles va être intéressante à regarder. C'est un peu ça qui est difficile en éducation, c'est que ça prend du temps pour voir les effets. Donc, il faut être patient, mais en même temps, pendant ce temps-là, on peut continuer à vivre dans ce système qui est moins démocratique, moins juste comme on le souhaiterait. Je voulais te demander, là, au fait, pour les personnes auditrices, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais dire par rapport à l'école ensemble est-ce qu'il y a des ressources pour les personnes qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a moyen de s'impliquer au sein de cette initiative? Oui, tout à fait. Les gens ont simplement aller sur écoleensemble.com, sur notre site Internet, et ils vont trouver là toute la documentation, donc le plan comme tel, là, dans le détail. Il y a eu beaucoup plus de détails que ce que j'ai donné, là. Mettons la question des fondations, tout ça, tout. Vraiment, on a pris en compte tous les morceaux du casse-tête. Donc, le plan entier est là. Après ça, il y a d'abord une pétition que les gens peuvent signer. Les gens peuvent s'abonner à notre infolettre. Et il y a une section sur le plan où il y a aussi des outils pour agir. Donc, il y a un outil, un simple clic, vous pouvez écrire à votre parti politique préféré, juste des choses que vous pouvez imprimer pour mettre dans votre milieu de travail. Il y a des outils d'un clic, vous pouvez partager dans vos médias sociaux, le fait que vous appuyez École Ensemble, que vous appuyez son plan. Donc, le site n'est pas pire. Donc, moi, j'incite les gens à aller jeter un coup d'œil, utiliser ces outils-là. Il y a moyen même de faire un don pour les plus crinqués. Pour terminer, je voudrais te poser la question suivante. Qu'est-ce qui donne? Qu'est-ce qui me donne espoir? Ben, je pense que si je prends un pas de recul puis je regarde où on était en 2017, quand on a commencé, il y a presque 10 ans maintenant, le sujet de l'école à 3 vitesses était quasiment un tabou dans la société. Par exemple, on arrivait pour parler du public sélectif, puis les gens nous disaient, dans l'éducation, ne parlez pas de ça, là, c'est notre outil pour concurrencer le privé, le méchant privé, nous, c'est ça qu'on a. Donc, si vous nous enlevez ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça, c'était à nos débuts. On a fait beaucoup de progrès maintenant. Je pense que les gens entendent beaucoup parler de l'école à 3 vitesses. En tout cas, s'ils lisent les journaux, juste dans le dernier mois, on a vu des articles sur l'influence de l'école à 3 vitesses sur le TDAH, sur nos mauvais résultats olympiques, sur la violence à l'école. Juste ce matin, un autre article sur le fait qu'on a, dans le dernier budget de la CAQ, on a donné plus d'augmentation aux écoles privées subventionnées qu'aux écoles publiques. Donc, le sujet est maintenant dans l'air du temps, dans le débat public, certainement dans les médias. Donc ça me donne espoir parce que c'est un sujet qui était tabou. Il y avait une sorte de voile. Au Québec, on n'a pas de bonnes données, on n'a pas de données socio-économiques. C'est pas pour rien, là, les gouvernements successifs savent très bien que s'ils sortent des chiffres, les gens vont sauter sur leur chaise et vont dire « Wow, c'est ça notre système ». Donc, on a eu très longtemps un système opaque. Tranquillement, on est capable de lever le voile. Les gens le voient pour ce que c'est. Je pense que plus les gens en prennent conscience, plus ils se rendent compte qu'ils se disent « Non, c'est pas mes valeurs, c'est pas ça le Québec. Moi, je veux pas vivre dans ce Québec-là ». On voit par exemple beaucoup de grands-parents dans nos donateurs, c'est surtout des grands-parents qui retournent à l'école pour la première fois depuis longtemps avec leurs petits-enfants, puis là, qui l'accompagnent, puis ils se disent « Hey, mais tu vas pas à l'école de quartier? » Mais non, grand-papa, moi, je joue de la musique, moi, je suis dans la bonne école là-bas. Ça, pour les grands-parents, ça les marque parce qu'ils ont connu autre chose. Donc, je pense que de plus en plus, il y a une prise de conscience. Donc, ça me donne espoir qu'à un moment donné, puis on fait des sondages, là, École Ensemble, on sonde
On a des taux d'appui à nos propositions de 85 c'est même plus fort chez les parents, 89 de favorables. Fait que j'ai l'espoir qu'à un moment donné, les élus vont capter ça, puis vont se dire, écoute, on a un super projet de société là, qui est à portée de main. En plus, électoralement, ça pourrait être un bénéfice électoral pour nous. Donc, c'est ça qui me donne l'espoir, c'est que les gens en parlent, les gens appuient notre plan, on est proche, là. On en est le plus proche qu'on n'a jamais été. Donc, en parlant, en sensibilisant tout le monde, on rend ça une priorité pour le gouvernement, finalement. Il faut vraiment montrer que c'est au cœur de nos inquiétudes. Voilà. C'est pour ça que tous les gens des cercles à l'Université de Montréal peuvent devenir des ambassadeurs pour ce sujet-là. Qu'ils soient d'accord ou non avec nous, mais au moins qu'ils en parlent, qu'ils amènent ça dans leur milieu. C'est un enjeu démocratique central pour le Québec. Donc, parlons-en. Merci beaucoup, Stéphane, pour cet échange riche et très instructif. On espère qu'il permettra aussi à celles et ceux qui nous écoutent de poursuivre leur réflexion. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du balado du Cercle Demos. Je vous remercie toutes et tous.